toujours en direct des premières rencontres ufologiques européennes de Châlons en Champagne. On y croise toutes sortes de personnages, toutes sortes de stands, toutes sortes d'objets. Et puis on y croise aussi des scientifiques. Des scientifiques ont décidé de prendre le sujet au sérieux et de travailler dessus sans avoir peur d'être ridicules. Peut-être qu'au début ils ont caché leurs travaux, mais maintenant ils ont décidé avec le temps et avec l'accumulation de matière de se mettre sur le devant de la scène. Voilà pourquoi nous recevons pour cette émission le European UFO Survey, EUS, que nous allons donc pouvoir définir ensemble lors de cette émission en compagnie de Marina Lopez qui est leur porte-parole, coordinatrice. Vous préférez quoi ? Pour nous, c'est à peu près la même chose. C'est à peu près pareil, effectivement. Et pour les questions techniques relatives à cet exposé que vous allez nous faire, nous sommes aussi avec Philippe-Alexandre Gauguin, physicien théoricien. Oui, tout à fait. Merci d'être avec nous et merci de participer à cette émission. N'hésitez pas à intervenir lorsque vous le désirez. Bien sûr, ok. Pour réagir. Alors tout d'abord, pourquoi ce nom barbare et qu'est-ce que c'est que le US ? D'accord. Alors d'abord, pour répondre à la question du nom barbare, nous sommes un groupe avant tout européen. Et nous avons à peu près une douzaine de nationalités d'Europe qui sont représentées parmi notre groupe de scientifiques. Et heureusement ou malheureusement, ça dépend ce que vous en faites ce que vous en voulez, c'est l'anglais qui prédomine. Et c'est l'anglais qui prédomine dans tous les dossiers, tous les textes et publications scientifiques. Absolument. Donc nous avons été obligés, en plus, pour notre site web et pour pouvoir toucher aussi le monde entier, parce que nous sommes aussi en communication avec des chercheurs et des scientifiques ailleurs qu'en Europe, nous avons été obligés, pour donc ces raisons de commodité, de prendre un nom anglais. Voilà. Mais je peux ajouter que à l'EUS, nous avons un comité exécutif, un comité de direction qui est composé pour l'instant, parce que nous sommes démocratiques, nous sommes une ONG et nous avons des votes comme à l'intérieur de toute entité démocratique. Pour 5 ans, nous avons un comité exécutif qui est à dominance française. Donc voilà, pour votre première question. On a beaucoup parlé de vous sur le salon. Que pensez-vous apporter et représenter qu'on ne trouve pas ailleurs ? Pourquoi est-ce qu'on m'a amené vers vous, à vous connaître et après vous avoir connu, à me faire réaliser cette émission ? Qu'est-ce qui, selon vous, vous différencie actuellement de ce qu'on peut trouver dans, par exemple, les rencontres ufologiques actuelles ? Alors, merci beaucoup de nous poser cette question parce que je pense qu'il nous différencie beaucoup de choses. Beaucoup de choses dans le sens où nous sommes donc un groupe composé essentiellement de scientifiques et de scientifiques qui, dans leur métier, sont des gens qui donc gagnent leur vie dans leur profession, qui sont des universitaires, qui sont des gens qui travaillent dans des laboratoires, dans des observatoires astronomiques par exemple, etc., qui ont donc font partie parfois d'entités officielles, parfois d'entités privées. Mais qui désirent acquérir une indépendance de travail, une indépendance de direction de recherche, parce que dans leur travail, justement, ils pourraient peut-être pas poursuivre cette recherche qui n'est pas une recherche dite orthodoxe pour l'instant encore, et donc ils ont choisi de se regrouper pour pouvoir avoir ce travail, cette lignée de travail de façon indépendante, suivre un travail de façon indépendante. L'indépendance, c'est bien, mais on la finance comment ? Alors, nous sommes donc pour l'instant 27 scientifiques. Nous nous finançons pour l'instant sur nos fonds propres. Nous sommes une ONG à but évidemment non lucratif. Et donc, pour l'instant, nous nous finançons personnellement, chacun. On met chacun des sous et pour tel ou tel projet, on décide quel projet on va faire et on essaye d'y arriver. Bon. Il est certain, surtout dans les projets que nous avons de fabrication d'instrumentation, qui sont assez onéreux, nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Et c'est pour cela que nous avons aussi une politique de communication afin d'obtenir, évidemment, des fonds.
Voilà, mais nous cherchons surtout des fonds au niveau européen. Alors maintenant, il est temps de nous parler de votre histoire, de la manière dont vous avez été remarqué, des travaux pour lesquels vous avez été remarqué. Avant tout cela, peut-être nous dire qui constitue l'EUS, quelles sont les spécialités que l'on peut... Tout à fait. Alors, à l'EUS, nous avons donc plusieurs départements. Nous avons un département de recherche en physique fondamentale. Principalement, nous traitons la théorie unitaire et la faisabilité de l'hyperpropulsion. Alors, pour le grand public, juste spécifier que donc, ce qu'il y a de particulier dans l'observation d'objets volants non identifiés, c'est pour ceux qui sont vraiment non identifiés, évidemment nous ne parlons pas de tout ce qui est ballon-sonde, reflets de satellites, etc., sur les couches nuageuses, etc. Pour les véritables objets volants non identifiés, et il se trouve que dans les statistiques, il y en a à peu près quand même 30%, ce qui nous considérons comme très conséquent. Eh bien, il se trouve que nous avons été obligés d'avoir une lignée de très grande rigueur en recherche en physique fondamentale. Parce que comment expliquer que ces objets, qui pour la plupart ont des accélérations, des vitesses absolument stupéfiantes, des changements d'angle à 90 degrés, etc., aucun appareil existant à l'heure actuelle ne possède ces caractéristiques. Pour pouvoir expliquer comment peuvent éventuellement fonctionner des objets pareils, on est obligé de faire beaucoup de travail en physique fondamentale d'abord. Mais ça, je pense que Philippe Alexandre en parlera tout à l'heure, beaucoup mieux que moi. Ensuite, nous avons un département de recherche en astrophysique qui est très développé parce que nous avons à notre disposition un observatoire astronomique, ce qui nous permet de faire beaucoup d'observations et surtout de travailler beaucoup sur l'instrumentation, parce que ce que nous avons remarqué, c'est que l'instrumentation scientifique n'est pas adaptée pour l'instant à cette recherche, et donc nous, par exemple, nous avons été obligés de fabriquer un spectrographe très particulier pour pouvoir capter les caractéristiques de ces fameux objets volants non identifiés. Nous faisons donc une recherche, ce qu'on appelle optical SETI, c'est-à-dire recherche en optique par rapport à la recherche SETI. Je pense qu'en France, en Europe, on connaît pas mal la recherche SETI quand même, sauf en ce qui concerne tout ce qui est les autres branches de la recherche SETI dont on ne parle pas beaucoup. Alors la recherche SETI basique, c'est pour tout le monde, pour tous ceux qui vont au cinéma aussi et qui ont vu le film Contact, c'est l'écoute des sons dans l'univers. Voilà. C'est un petit peu, si vous voulez, rechercher une aiguille dans une botte de foin, parce que on peut scanner qu'une très mince bande de radio pour pouvoir trouver quelque chose. Et c'est aussi un premier parfait exemple de ce que peut donner l'alliance de plusieurs personnes ne se connaissant pas forcément avec le programme SETI d'utilisation d'ordinateurs. Tout à fait. Ça, c'est excellent. Et donc, il y a des branches de SETI que le grand public connaît moins et pourtant qui regroupent beaucoup de chercheurs. Entre autres, il y a donc cette branche Optical SETI qui travaille sur l'instrumentation optique, qui est un travail de très haute pointe, c'est-à-dire pour pouvoir voir mieux des objets qui bougent très vite, pouvoir les enregistrer sur ordinateur, etc. Tout ce qui concerne l'imagerie, le décodage et codage d'imagerie, la rapidité, enfin bon, c'est vraiment tout un programme. Et ensuite, vous avez toute une recherche SETV, SETA, qui là est une recherche. Alors, il y a beaucoup de chercheurs, notamment américains, qui ont réfléchi au sujet, qui ont pensé que s'il y avait des extraterrestres et des objets extraterrestres dans le ciel se mouvant donc avec intelligence, il devait forcément y avoir des sondes et des balises dans l'espace qui seraient à eux. Parce que comme l'espace est énorme, etc., il doit y avoir des systèmes de balises et de repérage quelconques. Et donc,
ils ont travaillé beaucoup sur tout ça. Il y a les travaux de Freitas, F-R-E-I-T-A-S par exemple, qui sont très connus, vous pouvez les trouver sur Internet. Et ils ont fini par développer cette branche SETV qui est très importante. Et en 95, par exemple, il y a un très bon exemple de cette recherche, puisqu'il y a un Duncan Steele qui ont trouvé un objet catalogué 1991 VG pour les spécialistes, qui avait une orbite héliocentrique, ce qui est très particulier, et qui s'était proché de la Terre. Cet objet a été vu par le télescope Spacewatch de Kitt Peak. Son orbite était très semblable à celle de la Terre, et ses fluctuations rapides de luminosité ont fait penser tout de suite à un corps artificiel, bien plus qu'à un astéroïde. D'autre part, aucun objet de manufacture humaine laissé pendant l'ère spatiale n'a une orbite héliocentrique, avec une orbite gravitationnelle revenant à la Terre. Donc, la probabilité de repérage de l'objet dit 1991 VGE était très petite. Et la petite distance de périgée observée peut être un indicateur d'objet ayant une route contrôlée plutôt qu'une trajectoire aléatoire. Et donc, ces chercheurs ont déterminé que c'était un objet avec de fortes présomptions. Les Américains appellent ça de alien probe, de sonde alien, carrément. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des scientifiques à l'étranger qui travaillent à fond et qui n'hésitent pas à utiliser le terme extraterrestre, le terme alien, alors que ce sont de très grands scientifiques tout à fait reconnus, etc. Donc ça, c'était un petit exemple que je voulais vous donner de ce que peut faire la recherche SETI, qui n'est pas la recherche SETI connue du public, qui est donc la recherche SETV, mais qui est un autre pan de SETI. Ensuite, il y a, donc, comme je vous ai dit, tout ce qui concerne l'instrumentation et l'observation. Et puis, à part ces deux départements, donc de physique et de recherche en physique et de recherche en astrophysique, nous avons bien sûr un département d'enquête où on analyse les documents, les photos, les témoignages, les vidéos, et surtout où on essaye de déterminer quel cas peut être intéressant à travailler scientifiquement. Parce que aussi, peut-être quelque chose qui va étonner le public, c'est qu'il y a énormément de cas et qu'on est plutôt débordé. Et donc, il faut faire un choix parce qu'on n'est pas nombreux quand même et il faut travailler sur des choses intéresses, si possible. Quels sont les critères retenus ? Alors, les critères, c'est surtout il faut qu'il y ait absolument plusieurs témoins. Si possible que le phénomène soit récurrent, c'est-à-dire on sait que par exemple en France, il y a des zones où il y a des récurrences d'observation avec des témoins multiples, et donc là c'est intéressant. Donc là, on peut choisir de faire une enquête approfondie, une recherche approfondie. Mais comme nous ne sommes pas des journalistes, on ne cherche pas des scoops. Donc on cherche à accumuler des indices, des statistiques aussi, des recoupements d'informations. On n'est pas pressé. C'est-à-dire on préfère garder des enquêtes pendant longtemps pour être sûr, pour vraiment vérifier tout ce qu'on peut trouver à tous les niveaux, aussi bien matériel qu'au niveau des témoignages. Combien de nationalités sont représentées ? 12. Pour l'instant, nous avons 12 nationalités représentées, mais l'Europe ne cesse de s'agrandir, donc on est obligé de s'agrandir. Pour l'instant, je crois qu'il y a 25 nationalités en Europe, donc nous sommes à 12 pour l'instant. Donc vous voyez, il nous reste du travail encore. Il y a encore du boulot. Comment est-ce que des personnes comme vous peuvent se rencontrer ? Alors, il y a c'est parce qu'on va tous sur le même forum de discussion sur Internet, on va à un congrès où on se rencontre. En fait, le noyau, si j'ose dire, le noyau dur de EUS, c'est connu il y a plus de 15 ans
parce que on est des passionnés de physique, même pour ceux qui ne sont pas des physiciens. Et on a eu l'occasion de se rencontrer, parfois chez des amis, etc., et de se recontacter, de toujours parler des mêmes sujets. Donc à force de garder le contact, on a décidé de faire quelque chose. C'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça qu'en général, d'ailleurs, commence toute association. Et puis ensuite, on avait des manques. C'est-à-dire que, par exemple, il nous manquait un psychologue, par exemple. Donc on cherchait un psychologue qui avait les mêmes critères que nous, ou alors on cherchait un astrophysicien, etc. Mais aussi, on voulait que l'Europe soit représentée le plus possible, c'est-à-dire que les différences en Europe, parce que on a envie que quelque chose d'européen aussi ressorte de cette recherche. Pour contrer une grande puissance, par exemple ? Nous ne cherchons à contrer personne, on cherche simplement à Alors pourquoi parler d'une entité européenne ? À travailler. Parce que il faut pas rêver, nous sommes à une époque où il y a des grands blocs, malheureusement, c'est comme ça, ou heureusement, ça dépend de ce que vous pensez. Et d'abord, on est tous, à l'EUS, des amoureux de notre pays d'origine, chacun. Et on a trouvé que l'union entre nous était très réussie. Donc on a envie aussi de donner cet impulse-là, pourquoi pas. On trouve que l'Europe peut être naturelle aussi. Alors j'entends déjà certains auditeurs penser au mot élitisme, oui, de par le haut niveau de qualification de chacun. Et effectivement, l'entente se fait plus facilement, peut-être de par justement ces sujets qui vous font vous rejoindre. Est-ce qu'on peut faire partie de l'EUS si on a les qualifications ? Évidemment, on le demande, mais est-ce qu'il faut être amené par quelqu'un ou est-ce qu'on peut demander à en faire partie ? Alors, toute personne a toute liberté de demander à en faire partie. Les critères sont des critères qui sont très différents. Il y a plusieurs types de critères. Le critère, c'est qu'il faut que la personne apporte une compétence dont on ait besoin, ce qui est normal. Nous n'avons pas forcément besoin de docteurs en astrophysique, par exemple. On en a déjà, mais bon, on n'en a pas forcément besoin. On peut avoir besoin de simples techniciens aussi. Par exemple, en ce moment, on a besoin de techniciens photo, par exemple. Je pense que beaucoup de gens peuvent apporter leurs compétences. On a aussi besoin de traducteurs. On a aussi besoin de plein de gens qui ne sont pas forcément des scientifiques. On a besoin d'enquêteurs de terrain. Et surtout, pour bien vous montrer qu'on n'a pas on n'est pas catalogué comme élitiste, parce que on a des programmes pour le public, c'est-à-dire qu'on a des projets qui sont très, on s'implique, on met de l'argent, on met du temps dans une recherche pour pouvoir l'offrir au public aussi. Et c'est quelque chose qui est très important pour nous. Mais quel est le but final à quoi tendez-vous ? Parce que vous voulez recueillir des enquêteurs, des experts photos, de plus en plus de monde, et ça va devenir de plus en plus gros. Et à partir d'un moment, quand ça devient vraiment gros, on est obligé de donner une direction. Oui. Alors justement, on ne travaille pas du tout en réunion. Faut bien comprendre. C'est ça notre spécificité en fait, c'est que chaque scientifique, on le laisse travailler, chacun travaille dans son champ et partage avec qui il veut au sein de l'EUS. C'est-à-dire, il ne fait pas des communications de groupe. On n'est pas du tout comme ça. On a une communication, la personne choisit qui elle veut et travaille avec lui ou pas, partage ses résultats ou pas, publie en dehors de nous ou pas. C'est son choix, elle n'a même pas à nous expliquer pourquoi, ou il fait comme il veut. Donc en fait, il règne une très grande liberté. Le seul impulse qu'on a, c'est de dire, évidemment, il faut essayer d'avoir des résultats quand même, essayer d'en finir avec ce phénomène, si on peut dire, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et si vous voulez, c'est exactement l'esprit, on aimerait que revienne à la mode, si on peut dire ça comme ça, l'esprit
du premier temps des scientifiques, c'est-à-dire l'esprit pionnier. C'est-à-dire voilà un phénomène qu'on ne comprend pas, qu'on n'est pas capable d'expliquer. Et donc, en tant que scientifique, il faut chercher à l'expliquer. C'est bien ça, la motivation d'un scientifique, c'est comprendre ce qui est inexplicable au départ. Et donc, c'est ce travail de pionnier qui est intéressant, qui nous motive. Et c'est comme cela qu'on entend faire cette recherche. Vous devez quand même vous sentir bien seul, parce que c'est pas évident de faire cette recherche dans l'absolu, cette recherche de vérité, sans être sûr d'ailleurs d'avoir une réponse, mais c'est effectivement le but premier de la science. Est-ce qu'on a déjà essayé de vous faire arrêter par quelque moyen que ce soit? Comment, en clair, la question c'est comment réagissent les autorités scientifiques de chaque pays face à des fous? Alors, je suis pas sûre que ce soit nous les fous. Les autorités de chaque pays. Alors, vous voulez dire les autorités scientifiques? Scientifiques, oui. Écoutez, soit les autorités scientifiques se désintéressent du sujet totalement, donc ils sont pas contre, ils sont pas pour, c'est tout. Soit nous avons la chance en France, faut comprendre une chose, c'est qu'en France, nous avons une entité tout à fait publique, qui est le CNES. Et d'ailleurs, là, depuis le mois de septembre, nous avons la chance d'avoir un nouveau comité de pilotage pour l'étude et l'information sur les ovnis, sur le phénomène ovni, qui s'appelle donc le GEPAN, le nouveau GEPAN, G-E-I-P-A-N, qui est dirigé par une personnalité de très grande envergure, qui est monsieur Yves Sillard, qui a fait le projet Ariane, etc. Donc une très grosse personnalité. Et nous pensons que des entités comme celle-là et des personnes comme lui sont tout à fait des personnes qui peuvent donner une impulsion très importante à l'étude sérieuse du phénomène ufologique. Alors, je vais me faire l'avocat du diable, mais certains diront que ce n'est pas vraiment une chance d'avoir un organisme officiel qui s'occupe de regrouper toutes les informations, de les recueillir, de les garder et de les étudier, parce que pour le coup, il n'y a qu'une voix et c'est la voix officielle. Alors, nous pensons justement que ce nouveau comité, ils ont rajouté une lettre, avant ça s'appelait le GEPAN, maintenant ça s'appelle le GEIPAN, ils ont rajouté l'information. Je pense que cette nouvelle entité, au contraire, tient absolument à ce que le public soit informé pour une fois. Et je pense que ils vont sûrement, là il faut leur donner le temps, ils viennent juste de commencer que là, il faut leur donner le temps de pouvoir agir et réagir, mais je pense qu'ils vont sûrement prendre des dispositions pour travailler avec des entités qui feront des interfaces aussi avec le public, plein d'autres groupes, etc. Alors ce qui est très intéressant, c'est que pour le GEIPAN, on n'a pas vu sur des chaînes, des grands médias, en tout cas, on va dire classiques et d'abrutissement, cette annonce. On l'a plus entendu, cette interview de M. Sillard sur RFI, qui n'est pas une des radios les plus bêtes, loin de là, et une interview assez longue. Et donc on a effectivement l'impression que la communication sera peut-être au rendez-vous. On va attendre avant de crier victoire quand même. Bah vous attendrez... Nous aussi, d'ailleurs, comme tout le monde. Mais nous pensons que ça commence très bien. Effectivement. Après cette première phase de présentation, je vous propose une respiration musicale. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2. Nous sommes en direct des rencontres ufologiques. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2, toujours en direct des rencontres ufologiques de Châlons en Champagne, les premières rencontres ufologiques européennes organisées ce week-end. Radio Ici et Maintenant vous fait vivre la presque intégralité de ces rencontres ufologiques et nous sommes donc aujourd'hui avec le US, European UFO Survey. Ils nous expliquent ce qu'ils font, qui ils sont et l'originalité de leur recherche. Parmi les différents sujets traités par le US, il y a un sujet bien particulier, un questionnement classique qu'on réserve d'habitude aux historiens, à tous ceux qui s'intéressent aux civilisations passées,
et pourtant les scientifiques doivent s'y pencher. Alors les historiens vont me dire on est des scientifiques, et je vais répondre oui, en quelque sorte. Mais quand on a des personnes d'horizons totalement différents qui se réunissent, qui mettent leur cerveau en commun et leurs connaissances dans toutes les matières pour réfléchir ensemble, ça peut donner de très beaux résultats. Marina Lopez, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple et nous expliquer ces différents projets, ces différentes études qui font aussi partie de SETI? Oui, bien sûr. Alors, nous avons un département de recherche qu'on appelle département de recherche Paléo-SETI. Alors, c'est un département qui s'occupe d'analyser les traces éventuelles de technologies non élucidées sur Terre. Alors, c'est-à-dire que ça concerne principalement l'archéologie. C'est-à-dire que parfois, on trouve dans des musées partout dans le monde où des archéologues trouvent un petit peu partout dans leur terrain de travail des objets ou des constructions ou des artefacts qu'on ne sait pas comment, par quelle technologie ils ont été construits ou fabriqués. Parce que, par exemple, nous ne serions pas capables aujourd'hui de le faire avec notre technologie. Est-ce que vous travaillez aussi sur le fait que les êtres humains, à une époque où on ne communiquait pas aussi facilement que maintenant et où il était très difficile de se connaître et de traverser les continents, ont eu tous la même idée, par exemple, de construire des formes pyramidales? Et travaillez-vous donc sur les recherches de Rupert Sheldrake? Alors, ça, c'est une éventualité tout à fait envisageable. Cependant, nous, on travaille plutôt... Bon, comme je vous l'ai déjà expliqué au départ, nous sommes que 27, donc... nous ne sommes pas des milliers, donc on doit choisir... Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que la connaissance universelle et l'énergie spirituelle universelle fait partie des choses sur lesquelles vous pouvez penser à vous appuyer de temps en temps? Il faudrait que vous m'expliquiez encore mieux. Rupert Sheldrake travaille sur la connaissance universelle, c'est-à-dire sur le fait qu'une idée n'appartient pas à une personne, mais elle appartient à un groupe de personnes. Tout à fait. Mais écoutez, nous avons rencontré Rupert Sheldrake à Londres en 2004 dans une réunion de scientifiques très privée. Ces scientifiques, parmi eux, il y avait Rupert Sheldrake, il y avait le professeur Brian Josephson, qui est un prix Nobel de physique, qui, entre autres, nous avait invité donc Philippe-Alexandre Gauguin, qui est ici présent, notre physicien à l'EUS, parce qu'ils avaient remarqué son texte de physique théorique. Et mais je pense que ce serait bien de lui donner la parole pour qu'il en parle maintenant. Philippe. Comment vous êtes-vous fait remarquer par cette assemblée londonienne? J'ai en fait publié en février 2004 un article en français et en anglais qui s'appelle « Porte spatio-temporelle engendrée par le champ unifié de Dirac-Maxwell ». Et à la suite de ça, plusieurs, notamment Tom Van Flandern entre autres, et d'autres personnes, dont Brian Josephson, directement ou indirectement, ont eu connaissance de ce papier et ont manifesté le désir de me rencontrer personnellement et m'ont donc invité, et donc sous couvert de l'US, à Londres. Et c'est à cette occasion que j'ai effectivement croisé également Rupert Sheldrake. Alors ils ont souhaité vous rencontrer pour tester un peu plus les résultats que vous aviez trouvés parce qu'en fait je pense que ça leur semblait aussi ils étaient curieux de savoir comment un petit Français dans son coin pouvait travailler sur des choses comme ça. Voilà, alors qu'en fait, ces choses-là intéressent plus particulièrement des physiciens américains et britanniques qui, eux, ont des fonds importants pour travailler là-dessus. Hein? Quelle est l'implication directe de vos travaux? L'implication directe, c'est qu'en fait, moi, je suppose, suite à une compilation d'ailleurs de travaux qui ne sont pas uniquement les miens, mais d'autres travaux que j'ai trouvés en fait dans le monde entier, je formule la théorie qu'en fait, certaines particules élémentaires, les électrons notamment, les leptons en général, toute cette classe de particules que sont les leptons, et également les quarks, sont en fait des portes spatio-temporelles, c'est-à-dire des trous de verre qui conduisent à des univers parallèles.
je suis pas le seul à penser ça, bien sûr. Hein. Il y a également un autre physicien russe qui travaille sur ce sujet, hein, qui conforte complètement ce que je dis. Il y a des travaux sur ce domaine-là également. Et donc, le fait d'imaginer ces leptons comme étant des portes spatio-temporelles, enfin des trous entre notre univers et un autre, ça explique complètement les propriétés de ces particules fondamentales. Ça explique notamment la charge électrique, le spin de l'électron, son moment magnétique, enfin tout un tas de propriétés classiques des particules fondamentales, de ces particules fondamentales que l'on rencontre dans la nature. Voilà. Vous avez travaillé donc cette hypothèse sans moyens, seul? Oui, seul et sans moyens depuis plusieurs années, parce qu'en fait, comme d'autres physiciens théoriciens, je suis à la poursuite du Graal, c'est-à-dire la théorie unitaire. La théorie unitaire étant, devant être la théorie qui, dans le formalisme minimal et le plus efficace, résume et comprend toutes les forces connues actuellement dans l'univers. La totalité des forces, des interactions connues dans l'univers. Gravitationnelles, faibles, fortes, électromagnétiques. Voilà, toutes les forces que l'on connaît. En utilisant ce que vous avez découvert, en le mettant en pratique, oui. Justement la question c'est mettre en pratique cette découverte, cela revient à quoi? Cela revient à inventer la serrure sur une porte, ça revient à quoi? Le but, c'est de trouver. Moi, le but de la théorie unitaire, c'est pas forcément le même que celui des autres physiciens, même si effectivement il y a des buts communs. Hein. La théorie unitaire, ça apporterait une connaissance absolument totale de la façon de transformer chaque énergie en une autre énergie, par exemple. Donc, ça serait une révolution immense dans le domaine de la production d'énergie. Ça pourrait être ça. Mais moi, elle m'intéresse également parce que, en fait, ça me paraît être le seul moyen de se déplacer dans l'univers de façon absolument totale, comme on veut, quand on veut, où on veut. Voilà, en ouvrant des portes pour aller d'un endroit X à un endroit Y, par exemple. Et c'est donc là où cela prend vraiment toute son importance. Tout à fait. C'est la fin des déplacements, la fin de la pollution, entre autres. Hein, oui, mais bon, c'est aussi le fait de pouvoir aller n'importe où dans l'espace et peut-être dans le temps. Peut-être, je dis bien peut-être, dans l'univers aussi. On n'a pas besoin de connaître les coordonnées de notre point d'arrivée pour... Non, j'ai pas dit ça, mais bon, j'ai pas dit ça. Mais enfin, en tout cas, ce que je cherche, c'est ce que je vois, moi, c'est que les particules élémentaires sont des trous de ce type-là, des trous entre notre réalité, notre espace-temps et un autre espace-temps. Et qu'en fait, notre espace-temps, tel qu'on le voit, à 4 dimensions, n'est pas la totalité de ce qu'on voit. En fait, pour définir l'univers, il faut au minimum 8 dimensions, en réalité. Au minimum 8, parce qu'il peut y en avoir plus. 8 dimensions d'espace et de temps. Un espace-temps octodimensionnel, au minimum. Mais il peut être avec 12 dimensions ou 16 dimensions également, c'est possible. Voilà. Et donc, en sortant de notre univers, enfin de notre espace-temps classique et en passant par d'autres univers, on peut se déplacer certainement et revenir à un autre point de notre univers en s'étant déplacé de plusieurs centaines, milliers d'années-lumière, par exemple. Voilà, par exemple. On a un laps de temps immédiat, enfin, je veux dire. Oui, de façon quasi immédiate, oui, immédiate ou quasi immédiate, oui, tout à fait. Alors donc les particules élémentaires seraient des trous de cette sorte, ce qui explique effectivement leur comportement quantique, leur comportement électromagnétique. Enfin bon, ça explique les propriétés des particules fondamentales. Et moi, en plus, je formule l'hypothèse que on peut construire des portes de cette nature à l'échelle macroscopique. C'est-à-dire que technologiquement, on peut fabriquer des portes dans l'espace-temps, dans notre espace-temps, qui conduisent ailleurs. Voilà. Je vais prendre une image classique, mais j'aimerais que les auditeurs comprennent bien les travaux que vous réalisez. Est-ce qu'on peut se référer à la série télévisée Stargate? Oui, l'image est bonne, tout à fait. L'image est bonne. D'ailleurs, l'article par joke, par plaisanterie, je l'ai appelé Stargate, en français comme en anglais. Donc bon, voilà, évidemment, bon, c'est bien sûr, c'est pas exactement ça, pareil, mais l'image est bonne, oui, fait. En tout cas, l'intention est celle-là, c'est d'arriver à faire la même chose, oui, tout à fait. Donc c'est ce groupe londonien dont vous allez me rappeler le nom, j'ai complètement oublié. C'est pas un groupe, ce sont plusieurs scientifiques anglais et américains qui sont décidés de se réunir un beau jour
pour discuter de dark matter, de matière noire. Comment on appelle ça en français? Oui, de matière noire, oui. Matière noire, d'énergie noire, oui. Énergie noire, de énergie gravitationnelle, etc. Et qui ont voulu l'effet Casimir, etc. Et qui ont voulu se réunir. On était à peu près 12. Et dont Philippe Alexandre. Donc ils ont lu les travaux, eux qui sont financés pour ce qu'ils font. Voilà. Et donc ils ont lu vos travaux, Philippe Alexandre. Oui. Et à partir de ce moment-là, ils se sont dit il faut absolument qu'on le voie. Parce que j'imagine ils ont essayé de les retourner dans tous les sens, vos travaux, avant de vous convoquer. Même pendant à peu près 2 mois, aussi bien Van Flandern que Brian Josephson ont donné le texte de Philippe avec toute son algèbre à vérifier par leurs équipes avant de l'inviter. Ils n'ont trouvé aucune erreur. Donc ils ont persisté dans leur invitation. Alors cette invitation a eu lieu. Oui. Ça s'est passé comment? Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que vous avez eu l'impression d'être pris de haut ou d'être regardé, comme on parlait d'extraterrestres précédemment, comme un alien? Non, pas du tout, parce qu'en fait, bon, les Britanniques en général et puis les anglophones sont des gens très pragmatiques. Je veux dire par là que nous, on est assez cartésiens. Je veux pas dire qu'ils sont pas cartésiens, mais bon, peu importe la couleur du chat pourvu qu'il attrape les souris, quoi. En fait, eux, ils fonctionnent assez comme ça. C'est pas en fait ce que je voulais dire, mais vous avez quand même réussi à réaliser des travaux sur lesquels ils devaient fantasmer depuis un bout de temps. Oui, mais enfin, je veux dire que mes travaux sont pas encore aboutis. Je veux dire, c'est une maquette là en quelque sorte. C'est un abstract. C'est un abstract avec un article. Les scientifiques font des propositions. C'est incomplet, hein. C'est incomplet. Hein. Les scientifiques font des propositions d'abstract, mais après, il faut le développement de l'abstract qui prend du temps. Il y avait plusieurs personnes qui étaient là, qui avaient des abstracts, donc chacun présentait son papier, et puis après ils discutaient entre eux. Une espèce de brainstorming pour tout à fait. entre scientifiques de haut niveau. Et alors, comment ça là, il y avait un abstract, mais il y avait un article aussi. Mais bon, l'article n'est pas fini, quoi. En fait, il attend une suite. Il y a une suite qui est prévue. Alors, comment est-ce que ça s'est déroulé? C'est-à-dire qu'ils vous convoquent pour quelles raisons, ces gens-là? J'aimerais bien comprendre le système. Oh, ils n'ont pas convoqué. Enfin, ils vous invitent. En fait, ils vous invitent pour quelles raisons? Pour ils m'ont discuter. Ils ont contacté l'EUS d'abord parce que ils ont voulu savoir qui on était, etc. Donc, sur le seul fait que nous soyons une organisation scientifique s'intéressant aux ovnis. Et sachant que à ce moment-là, j'ai eu un voyage à Londres où j'étais, ils m'ont contacté à Londres et ils m'ont demandé à voir le travaux qu'on faisait en physique. Et donc j'ai dit, écoutez, vous attendrez parce qu'on n'a pas encore publié quelque chose. Et quand on a publié, on leur a dit d'aller voir sur le site. Et à ce moment-là, ils nous ont invités. Ils vous ont invité, donc vous êtes allé sur place, vous avez dialogué des différents travaux. Et il en ressort quoi d'une réunion comme celle-là? Une promesse de budget, des offres de passage en territoire britannique? Non, c'était pas du tout clair comme ça. Comment ça, pas clair? C'est-à-dire que ça a quand même été sous-entendu? Pas forcément. Ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un très grand intérêt pour le texte de Philippe. Il y avait des gens très intéressants aussi. Il ne faut pas oublier qu'il y avait Rupert Sheldrake qui était là. Il y avait des communications très intéressantes. C'était une première prise de contact, je pense. Et en fait, ils attendent l'article qui doit suivre. Ils attendent la suite, oui. Ils attendent la suite. Mais très intéressés. Ouais, ils veulent savoir où je veux en venir très exactement, quoi. Ça les intrigue. En tant que scientifiques à l'EUS, mais nous ne sommes pas une exception, nous ne voulons pas parler ou publier quoi que ce soit qui n'est pas terminé. Donc, tout le monde est obligé d'attendre. Et vous communiquez quand même pendant les travaux, ce qui est intéressant, ça permet aux gens comme moi, comme ceux qui nous écoutent, de suivre vos idées et de voir là où vous voulez en venir. Oui. Et puis ça a permis aussi à d'autres, parce que je cite des travaux d'autres scientifiques, et ceux que j'ai cités m'ont contacté. Et donc vous avez pu reprendre le travail avec eux et avancer ensemble. Oui, tout à fait. Bon, ils ont effectivement formulé des critiques d'ailleurs positives sur mon travail. Ils sont toujours. Voilà, notamment Koen van Flanderen, qui est un chercheur donc hollandais, que je cite abondamment, enfin dans mon papier. Il y a aussi Arcos et Pereira. Oui, Arcos et Pereira, oui. Qui est
qui sont donc deux chercheurs d'Amérique du Sud. Hein. Très grands scientifiques brésiliens qui ont travaillé sur la théorie de Newman et de Kerr et de Dirac, complémentaires. Oui, qui eux aussi donc formulent l'hypothèse que les électrons, notamment, que les leptons sont des trous noirs de Kerr, hein, donc pas des vrais trous noirs comme ceux qu'on voit qu'on imagine dans les étoiles au milieu de notre galaxie par exemple, mais bon, des trous noirs très particuliers, des trous noirs en rotation. Et cette structure de trou noir en rotation explique à un niveau infiniment petit, hein, bien sûr, hein, à une échelle très petite, quand ces trous noirs sont tout petits, en fait, ils se comportent comme des particules élémentaires, comme les électrons. C'est-à-dire que ils ont une charge électrique, ils ont un moment magnétique, et en fait, ces structures en trou noir de Kerr expliquent complètement les propriétés des particules fondamentales, de ces particules fondamentales-là. Il y a donc des scientifiques qui cherchent encore, qui cherchent vraiment en France. Oui, alors... Très important d'ajouter une chose. Nous ne sommes pas les seuls à travailler sur le sujet en tant que scientifiques. Pour nous, il y a plusieurs scientifiques qui travaillent sur le sujet extraordinairement bien. Alors, il y a les scientifiques du COMETA qui ont fait un travail remarquable. Il faut savoir qu'ils ont des très grands chercheurs dans leur équipe. Alors, le COMETA, je vous arrête, je vais vous rendre la parole dans une seconde. Rappelons-le quand même, le rapport COMETA est paru en 99 aux éditions du Rocher. Tout à fait. C'est un document, et c'est marqué sur la couverture historique, et effectivement il est historique. Tout à fait. De par ceux qui l'ont rédigé. Je vous laisse continuer sur le sujet du COMETA. On n'en parle jamais assez de ce rapport COMETA. Tout à fait. Alors il faut savoir que ce rapport COMETA est un document historique dans la mesure où, d'abord, par les gens qui l'ont écrit. Les gens qui l'ont écrit viennent de l'Institut des hautes études de la défense nationale, donc le IHEDN. Ça a été écrit en 99. La préface est du Gérard Merlin. Donc là, vous avez un document français, d'autorité française en la matière, qui parle du phénomène OVNI dans ce rapport. Il faut savoir que ce rapport est extrêmement connu et apprécié à l'étranger. Oui. Chaque fois que nous voyageons à l'étranger, tout le monde nous parle rapport COMETA, rapport COMETA. Et en France, c'est autre chose. Ici, en France, il est beaucoup moins connu. Et j'espère que le public qui va entendre cette émission radio va lire ce livre qui est tout à fait remarquable. Alors, nous avons fait, nous, déjà de nombreuses émissions traitant du COMETA et d'autres spécialisés sur le COMETA. On ne peut que retenir, je vais résumer la fin parce que je ne trouve plus la phrase exacte, mais il faut arrêter de rire maintenant. Les Américains depuis longtemps travaillent sur ces sujets-là. Nous sommes en retard, il y a quelque chose, il faut se préparer, il faut arrêter de rire. Et quand on voit les personnes qui ont signé ce bouquin, on se dit qu'on peut les croire. Tout à fait. Il faut savoir que contrairement, et ça c'est ce que nous disons dans le communiqué de presse de l'EUS, c'est que contrairement aux idées reçues par le public, il y a vraiment un certain nombre de scientifiques qui sont intéressés et qui travaillent donc, comme on vient de le dire, à la compréhension même partielle du phénomène OVNI. Le rapport COMETA cite certains d'entre eux, de ces scientifiques. L'EUS en regroupe d'autres, et à ce congrès de Chalandre, vous avez aussi quelqu'un qui fait autorité, qui est le professeur Mécène. Donc nous ne sommes pas du tout les seuls à travailler sur le sujet en France et en Europe. Il faut bien comprendre, il y a ces personnes de très haut niveau qui travaillent dessus. Et il est temps, je pense, que nous en parlions davantage, que nous soulignions ce fait. Parce qu'en France, nous avons une chance extraordinaire, c'est d'avoir ce nouveau comité de pilotage, ce GEPAN, ce CNES, et que nous avons ce rapport COMETA qui fait autorité à l'étranger, et toute cette équipe. Donc, pourquoi y a-t-il cette ignorance en France par rapport à ce sujet, et aussi cette espèce de
tentative permanente de ridiculiser le sujet. Je pense que c'est une question importante. Alors, pourquoi elle est importante? Parce que c'est quand même une exception. Il y a une exception française, c'est vrai. Vous allez en Espagne, vous allez en Italie. Bon, les gens en parlent beaucoup plus ouvertement. On n'essaye pas de vous ridiculiser ou de ridiculiser le sujet. Il y a un livre qui explique très bien ce phénomène. C'est le livre de François Parmentier qui s'appelle 60 ans de désinformation. OVNI, 60 ans de désinformation. C'est le problème de la désinformation. Alors, il faut bien comprendre qu'à la fin du XVIIIe siècle, l'aveuglement dogmatique avait conduit l'Académie des sciences et la majeure partie des scientifiques de l'époque a refusé, par exemple, la possibilité de la chute de météorites et ridiculisé tous les témoins qui voyaient des météorites chuter. Donc il y a aussi ce phénomène-là, c'est qu'en France, on prend beaucoup de temps pour accepter des nouveaux challenges. C'est quand même un phénomène qu'il faut souligner. Donc maintenant, nous sommes plus au XVIIIe siècle, on se moque plus des gens qui voient des météorites tomber, par contre on se moque des gens qui voient des ovnis dans le ciel. Mais on pense que ça va changer. Mais il faudrait que ça change un peu vite, parce que à l'étranger, ils vont très vite sur le sujet. Vous nous avez parlé du Cometa, vous avez d'ailleurs bien mis en valeur le rapport Cometa. Vous êtes en rapport avec eux? Avec une partie de ceux qui ont réalisé Nous sommes en rapport avec eux comme toute entité qui travaille sur le sujet de façon sérieuse, ni plus ni moins. Alors, il faut comprendre aussi, pour l'opinion française, c'est que le sujet des ovnis est vraiment un sujet sensible et un enjeu stratégique faisant vraiment l'objet d'une guerre de l'information. Mais ça, Parmentier en parle très très bien dans son livre. C'est-à-dire, il faut comprendre que s'il y a ovnis intelligents, objets volant non identifiés intelligents, il y a donc propulsion, une technologie de pointe. Et c'est pour ça que c'est les chatouillés, mon papier, parce qu'effectivement, je travaille en fait sur un truc qui est hautement stratégique. En fait, ils ont ce qui les intéresse dans les ovnis, que ce soit les Américains, les Britanniques et les autres, c'est d'avoir un système de propulsion qui a 500 ans d'avance sur tout ce qui existe, s'en emparer le plus vite possible et de l'avoir dans leur arsenal stratégique. C'est ça qu'ils veulent. Alors justement, ça m'amène à cette question assez simple. Et quand on voit les travaux que vous réalisez, les raisons pour lesquelles on vous a invité à aller présenter vos travaux, on peut se dire ça ne doit pas plaire à tout le monde de voir ce genre de travaux. Alors est-ce que je pose cette question assez naïvement, mais est-ce qu'on vous a mis des bâtons dans les roues? Est-ce qu'on a essayé de casser votre groupe? Pourquoi pas? Comment est-ce que ça se passe? Non, nous ne représentons pas, je pense, une menace pour qui que ce soit. Alors de vous acheter? Oui, peut-être. Écoutez... Je ne sais pas, peut-être c'est vous qui avez la réponse. Est-ce qu'on a essayé de vous acheter? On n'a pas essayé de nous acheter. Disons qu'on nous a proposé des aides documentaires et des aides, ce qui peut être très important, des aides documentaires et des aides pour la recherche. C'est-à-dire financières? On a eu des propositions de ce qu'on appelle des fundraisers pour nous financer, mais nous préférons refuser tout financement dont nous ne connaissons pas l'origine. Soyons clairs, si vous voulez pas répondre, vous me le dites, mais il faut répondre franchement à ma question. C'est-à-dire, est-ce qu'on vous a proposé de l'argent? Vous me dites oui ou non. Oui, il y a eu des fundraisers, on appelle ça, qui nous ont proposé de l'argent. D'accord, vous avez donc dit non? Oui. Parce que vous ne saviez pas qui vous le proposait. Oui. C'était un groupe de Français, d'Allemands, d'Italiens, d'Américains. Quand un fundraiser vous contacte, Oui. vous ne savez jamais de quelle origine est l'argent, puisque le fundraiser, c'est juste un communicant qui vous dit qu'il est intéressé, que ces fonds d'investissement sont intéressés pour financer vos travaux. Et c'est ce fonds, justement, qui vous proposait aussi l'accès à des données et à des archives?
Oui. D'accord. Et quelles archives et quelles données? Nous ne le saurons jamais puisque nous avons dit non. D'accord. Ils vous ont dit on propose ça, mais on vous dira pas, on vous dit pas avant quels sont ces travaux. C'est gonflé, ça, c'est mettre l'eau à la bouche et puis. Oui, mais disons que de toute façon, on savait que c'était des gens de haut niveau parce que il y a un langage technique, etc., qui prouvait la chose, c'est tout. Mais vous savez, ça existe un peu dans tous les domaines. Je veux dire, les avancées dans tous les domaines. On vous fait des propositions, vous les acceptez, vous les refusez, et puis voilà. Mais dans ce milieu-là, il est aussi assez commun de voir l'armée s'emparer de projets, qu'elles soient françaises, américaines ou autres. Bien sûr, oui. Souvent, effectivement, vous mettiez les militaires en avant précédemment. Toute avancée technologique intéresse avant tout les groupes militaires ou les puissances pour asseoir leur supériorité sur leurs voisins. Bien sûr. Donc effectivement, on peut penser que Oui, bien sûr, mais bon, si vous voulez, nous, on veut se concentrer vraiment sur la recherche en profondeur, ce qui fait que c'est un travail de très longue haleine. Ça prend des années. Vous savez, là, par exemple, le texte de Philippe, si on veut le mettre en pratique, réussir à mettre en pratique, ça va prendre des années. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas de bâton dans les roues. Il faut dire aussi que nous sommes un groupe très multiple, puisque nous sommes dans toute l'Europe. Que nous fonctionnons de façon indépendante, mais en même temps très groupée. Donc nous, on fait que de la recherche et on diffuse l'information. Vous savez, à l'ère du web, il y a finalement très peu de secrets. Et tous les chercheurs qui travaillent sur le même sujet se connaissent aussi. Eh bien, c'est très positif comme réponse. Il faut quand même dire que ça emmerde terriblement les Américains et des Européens qui travaillent sur ces sujets-là. C'est sur ces sujets-là. Ils aimeraient bien se garder tout ça pour eux. Faut le dire clairement. Oui, comme les Chinois, comme les Russes, comme voilà. Je veux dire, c'est voilà. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2, en direct des rencontres ufologiques de Châlons en Champéry, de travailler ensemble. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes de nationalités différentes, avec surtout des horaires différents, de par le décalage horaire, qui se retrouvent à travailler sur des sujets très compliqués. Il faut qu'il y ait toujours une personne qui surveille ça de près. Et j'ai bien l'impression depuis le début de cette émission, et pour avoir discuté avec Marina Lopez aujourd'hui, que c'est ce qu'elle fait au sein de EUS. Je me trompe pas, Marina? Non, pas du tout. Il faut absolument pouvoir, coordonner tout ça. Et c'est mon rôle. Moi, je fais le rôle de la petite fée qui transmet les informations les uns aux autres et qui essaye de voir, de subvenir aux nécessités de traduction et de communication de tous ces scientifiques. Mais ça doit pas être évident. Et nous sommes aussi avec Philippe-Alexandre Gauguin, physicien, théoricien, tout à fait, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Alors on continue sur ce quoi nous sommes arrêtés tout à l'heure, peut-être, je sais pas, on reprend sur les constructions ou pas? Ou est-ce qu'on reprend plutôt sur les instruments sur lesquels vous travaillez en ce moment? Ça, c'est passionnant. Bon, alors... C'est vous qui choisissez. Alors, l'instrumentation, donc... en ce qui concerne l'instrumentation, oui, il faut comprendre que, comme je pense que le public les auditeurs commencent à le comprendre, il y a énormément de branches de recherche et d'activités. Comme je vous l'ai déjà dit, nous ne sommes pas si nombreux que ça. Donc, nous travaillons dans tous les sens. Ça demande beaucoup de temps. Mais en général, les scientifiques sont assez patients pour ça. Et nous publions, donc nous sommes obligés de publier des textes un peu dans tous les domaines, aussi bien en astrophysique qu'en autre chose. Donc nous sommes aperçus, au bout d'un moment, que l'instrumentation scientifique n'était pas tout à fait adaptée à une recherche par rapport à l'ufologie. Notamment quand nous avons commencé à vouloir enregistrer des images vidéo d'observation, tout simplement en installant des vidéocaméras qui restaient 24 heures sur 24 connectées à des ordinateurs, nous nous sommes aperçus que
on voyait pas grand-chose. Pour la bonne raison qu'on voyait beaucoup plus de choses quand on avait installé un dispositif infrarouge dans ces caméras. Donc, il a fallu changer tout le dispositif pour des dispositifs de caméra infrarouge, ce qui, soit dit en passant, est beaucoup plus coûteux. Et on a installé en plus des plateformes de multiplex de caméras avec dispositifs infrarouge qui permettent une observation de absolument tout le ciel et qui sont évidemment reliés jour et nuit à des ordinateurs. Et donc, on a des enregistrements. Cette instrumentation, après, on s'est aperçu que ça ne suffisait pas, parce qu'il fallait développer des logiciels informatiques très spéciaux pour ça. Et en plus, on s'est aperçu que c'est très bien d'avoir des images vidéo à l'appel, si j'ose dire, d'objets volants non identifiés. Il faut pouvoir les traiter. Mais il faut pouvoir les traiter. Et les traiter le plus pointu possible. Et pour ça, il fallait des spectrographes pour analyser ces images, ces lumières surtout, pardon. Et les spectrographes qui existaient ne faisaient pas l'affaire. Donc il a fallu construire des spectrographes, etc., etc. Enfin, vous voyez, c'est une nouvelle recherche. C'est sans fin. On réinvente une recherche. Une recherche avec son instrumentation spécifique, etc. Donc c'est passionnant, mais vous imaginez bien tout le temps, l'énergie, etc. que ça prend. C'est-à-dire qu'on utilise des choses déjà connues pour travailler sur des choses inconnues. Tout à fait. On donne une nouvelle fonctionnalité aux objets. Tout à fait. Je voulais dire d'ailleurs au passage, parce que je pense que dans les auditeurs qui nous écoutent, il y en a peut-être, que nous avons été très aidés par des simples astronomes amateurs qui sont des passionnés et qui aussi ont participé en donnant leurs idées. Donc c'est pas seulement des scientifiques, on va dire patentés, qui travaillent avec nous. Et il faut, je pense, être surtout extrêmement motivé. Donc il y a cette instrumentation, c'est très passionnant, mais comme je vous le dis, ça demande beaucoup de temps, surtout quand on n'a pas des fonds publics. Évidemment. Donc vous filmez par infrarouge le ciel. Entre autres, oui. Entre autres. Et vous avez des résultats beaucoup plus probants. Alors il faut dire que nous ne sommes pas les premiers à faire ça. Il y a eu des prédécesseurs, mais je voudrais surtout parler de ce qui s'est passé en mars 2004 au Mexique. Oui. Dans l'état de Campeche au Mexique. Donc il y a eu ce fameux vol de l'armée mexicaine dans un petit avion. Ce vol était donc pour rechercher les trafiquants de drogue qui volaient éventuellement au-dessus de l'état de Campeche. Au bout de plusieurs heures de vol, ils n'ont pas trouvé d'avion non identifié, mais avion, d'avion plein de drogue. Mais par contre, au bout de quelques temps, ils se sont trouvés entourés d'objets volants non identifiés, mais visibles au radar infrarouge qu'ils avaient à bord. Les fameuses torchères. Alors, oui, nous on aime beaucoup les torchères, parce que les torchères qui volent à cette altitude, comme le dit d'ailleurs le grand scientifique américain Maccabi, il en a jamais vu lui des torchères qui volent. Pour expliquer au public, donc ces militaires ont été entourés par des ovnis. Il y en avait à peu près, j'en avais 13, si mon souvenir est bon. Le film militaire est tout à fait magnifique à voir. Alors, ce que j'aime bien, c'est aussi il y a beaucoup de scientifiques qui ont travaillé sur ce film, en travaillant que sur un extrait du film et n'ont pas vu la totalité du film. Ou alors ils ont travaillé même sur un extrait du film qu'ils ont demandé à d'autres pays sans demander directement aux Mexicains, qui étaient tout à fait prêts à le donner, puisque le film militaire mexicain, sous l'ordre du ministre de la Défense mexicain, a été mis à disposition de tout le monde. Donc il suffisait de le demander.
Et le film dure à peu près 45 minutes, hein, donc c'est très intéressant à voir. Donc ce film ensuite, on va dire, on a tout entendu. C'est-à-dire que les ovnis, c'était pas des ovnis, mais c'était des torchères. Les fameuses torchères qui sont dans le golfe du Mexique, qui sont des puits de pétrole. Simplement, faudrait peut-être pas prendre des pilotes militaires mexicains pour des idiots, parce qu'ils survolent cette province tout le temps, c'est leur province. Ils connaissent parfaitement l'endroit des torchères. Et je vois pas comment un pilote patenté de l'armée de l'air, 3 officiers de l'armée de l'air mexicaine auraient pu confondre des ovnis à haute altitude devant eux, à l'horizon, puisqu'on le voit sur le film, hein, c'est à l'azimut de l'horizon, donc au-dessus de l'horizon, hein, qu'on puisse confondre des ovnis avec des torchères. Donc, ce film, pour expliquer, a eu un grand impact sur la recherche infrarouge, parce qu'ils avaient à bord ce fameux radar FLIR, qui est un radar infrarouge. Et on s'est dit, puisque la majorité des cibles, donc des ovnis, étaient visibles qu'en infrarouge sur ce film, on s'est dit, bon, alors ça veut dire qu'il faut étudier les observations avec infrarouge. Et là-dessus, il y a une anecdote très intéressante. Notre programme qu'on a développé pour le plus grand public, pour qu'ils puissent installer un système infrarouge sur leur propre vidéocaméra, nous vient, on l'a appelé le programme Pedro Avila, pour honorer un simple Mexicain, un jeune Mexicain tétraplégique, qui depuis son lit chez lui n'avait comme distraction que le rectangle de sa fenêtre. Et comme c'était un photographe professionnel, à l'origine il avait des appareils photo et une petite caméra vidéo. Et en fait, il n'avait rien d'autre, il faisait rien d'autre toute sa journée quand il était complètement tétraplégique. Maintenant il est dans un fauteuil roulant. C'était d'observer le ciel avec sa caméra. Et au bout d'un moment, on ne sait pas trop comment, il a eu l'idée, sans doute avec l'ennui qui venait, il a eu l'idée de mettre un filtre infrarouge. Et en mettant ce filtre, il s'est aperçu, en visionnant ces cassettes, que il y avait des objets, mais très souvent. Donc tout est parti de choses comme ça, pour se dire que les scientifiques travaillent en observant les choses, dans ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Hein. C'est l'histoire des sciences. Encore faut-il avoir les yeux ouverts. Bien sûr. Et c'est ce que vous semblez avoir. Mais on aime bien l'esprit pionnier et on aime bien découvrir de nouvelles terres. Vous avez prévu de faire paraître aujourd'hui, donc, ce samedi, un communiqué de presse. Alors, pourquoi faire paraître un communiqué de presse ? Qu'avez-vous à dire dans ce communiqué ? Quel est le message que vous souhaitez faire passer ? Une fois de plus, j'appuie sur votre particularité, cette particularité que vous mettez en avant, et sur cette recherche qui, effectivement, vous nous l'avez rappelé, vous n'êtes pas les seuls scientifiques à travailler sur le sujet, mais vous faites partie de ceux qui osent se montrer, ce qui n'est pas exactement pareil. Donc, cette particularité est là. Vous avez décidé de faire un communiqué. Quel est-il en quelques mots, évidemment, hein, sans nous le faire au mot à mot? Que souhaitez-vous annoncer à la population qui entendra parler de ce texte ? Oui, mais je pense que pendant cette soirée, on a déjà parlé de plusieurs passages de ce communiqué, en fait. Hein, simplement, c'est un communiqué qui est adressé au grand public, puisque ici nous sommes à Châlons. Donc dans la première rencontre dite en plus européenne, c'est-à-dire en plus en France. Donc c'est un communiqué qui s'adresse vraiment au grand public. Donc c'était simplement pour souligner ce qu'on a fait toute la soirée, le fait qu'il y a des scientifiques qui s'intéressent très
très sérieusement au sujet. Donc il y a des scientifiques comme nous. Il y en a d'autres comme au Cometa, il y en a d'autres comme le professeur Messane, il y en a etc. C'était aussi pour souligner le fait de l'exception française, c'est-à-dire qu'on a une chance incroyable, donc saisissons-la. Nous avons ce rapport Cometa qui fait date dans toute l'histoire de l'ufologie à l'étranger. Il est temps que ça le fasse aussi en France. Il y a ce nouveau comité de pilotage qui est très prometteur. Donc pourquoi pas que d'autres scientifiques viennent nous rejoindre ou viennent rejoindre ces autres entités ou ces autres personnes. Il est important et il est vraiment temps que la communauté scientifique, mais aussi tout le monde, le public, se mette à s'informer et à réfléchir sur ce sujet qui, me semble-t-il, et nous semble-t-il, est d'importance, de très grande importance. Ce communiqué a pour but de dire à la population, bougez-vous avec nous. On a commencé, venez voir ce qu'on est en train de faire, intéressez-vous ou non, mais ayez une opinion. Tout à fait. Et aussi pour nous séparer de tout, l'importance qu'il y a en France par rapport à des théories assez fumeuses sur le phénomène ufologique, comme quoi c'est des questions d'ordre mythologique, etc. Pour nous, il y a un phénomène inexpliqué qu'on doit absolument étudier et il y a des faits qui démontrent qu'il est important de l'étudier. Voilà. Cela vous différencie pour sûr d'autres personnes et qui se seront reconnues au passage. Quelque chose à rajouter ? Je crois que nous avons fait le tour. On a fait le tour, tout à fait. Un petit peu le tour, oui. Philippe Alexandre, pareil. Oui, pour ce soir, oui, tout à fait. Oui. Oh, c'est bien pour ce soir. Hein. Je crois qu'on a bien fait le tour. Quand pensez-vous je sais, là, je demande une voyance comme ça en direct. Quand pensez-vous avoir terminé ce rassemblement unitaire donc de vos travaux ? J'espère le plus vite possible, mais ça peut prendre des mois encore. Oui. Certainement, oui. Encore des mois. Et après, pour donc aider par tous ceux qui font partie de l'EUS. Oui, puis aussi à l'extérieur. Là, je travaille seul sur cette théorie. Ouais. C'est-à-dire que Philippe, c'est son texte. C'est comme tous nos scientifiques. Hein, ils travaillent vraiment. Ils ont le bénéfice de leur travail. Ils gardent le bénéfice de leur travail. L'EUS, c'est un peu comme une famille protectrice et qui passe ces informations. Voilà. Donc nous ne sommes pas possesseurs intellectuels, quoi. Non, et les autres travaillent sur les implications à leur niveau, c'est-à-dire selon leur spécialité. Tout à fait. Oui. Quand le scientifique veut bien, quand il veut bien partager avec les autres, et aussi par rapport à tous ceux de l'extérieur, ceux qui veulent. On est ouvert. Voilà. D'accord. Parfait, donc d'ici quelques mois, et puis après la pratique, alors ça c'est autre chose. Mais moi j'aimerais bien me déplacer en quelques centièmes de seconde à l'autre bout de l'univers, ça m'intéresse beaucoup ça. Of course. Oui, Me too. Ça pourrait être intéressant. Merci beaucoup à vous deux d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir invités.